Alors, toute première chose, avant de refaire la genèse de tout le projet, le déroulé, les questions qu'on va poser, ainsi de suite, je voudrais vraiment commencer par vous remercier du fond du cœur, que ce soit pour vos encouragements, vos likes, vos partages, vos commentaires sur YouTube, sur Instagram. Vraiment, pendant ces 60 jours, vous avez été une force supplémentaire qui m'a aidé à aller au bout des choses. Donc je vous en remercie du fond du cœur. Sachez que c'était hyper important. C'est chose faite. Allez, maintenant, je rappelle un peu l'idée du projet et ensuite je réponds à vos questions. Alors, histoire de ne rien oublier, je me suis tout noté dans mon cahier. Le projet, les objectifs, vos questions, ainsi que quelques données chiffrées, on va dire, puisque ça faisait partie de vos demandes et ça faisait partie aussi de la routine que je m'étais imposée. Alors, le projet des Olympiades Vagabondes, qu'est-ce que c'était? C'était 60 jours, 60 séances de sport consécutives, dans un objectif assez simple, pas forcément très intense, pas forcément hyper sportif, mais une première chose, de me remettre au sport, de me redonner envie de faire du sport, quel que soit le type de sport, ainsi que de réapprendre à aimer le sport. Il faut savoir que le début d'année a été assez chaotique pour moi. C'est là d'ailleurs que j'avais lancé les marches vagabondes et vous avez été nombreux à me suivre aussi et je vous en remercie. Et ensuite, la reprise après mon arrêt de travail a été quelque peu tumultueuse. J'ai eu plusieurs idées en fait. Je suis tombée sur un challenge qui s'appelle le 75 Hard Challenge. Euh, Concrètement, c'est pendant 75 jours consécutifs, suivre un régime alimentaire particulier au choix, mais il faut le suivre. Pas d'alcool. Il faut lire 10 000 pages d'un livre qui ne soit pas de la fiction par jour. Boire 3 ou 4 litres d'eau par jour. Prendre une photo de soi tous les jours et faire 2 séances de sport de 45 minutes minimum tous les jours. Une doit forcément être à l'extérieur et les deux ne peuvent pas se suivre. J'ai vu ça, je me suis dit ah c'est génial, ça a l'air d'être un beau projet. J'ai commencé une fois, j'ai tenu 10 jours, j'ai commencé une deuxième fois, j'ai tenu 4 jours et, et je me suis dit que bah, c'est peut-être un petit peu trop fort pour un démarrage et pour une reprise alors que je repartais, alors pas de zéro forcément, on a toujours en mémoire ce que le corps sait déjà faire et ce qu'on a déjà travaillé auparavant, mais en tout cas je partais pas de très loin. Donc je me suis dit, bon, faut adapter ça. L'objectif c'est première étape vraiment, réapprendre le sport, réapprendre à aimer le sport. Euh, et donc c'était vraiment l'objectif premier des Olympiades Vagabondes. Je m'étais imposé une seule règle, c'est j'avais droit en moyenne à un joker tous les 15 jours. Donc sur 60 jours, ça faisait 4 jokers. Mes règles particulières, je ne pouvais pas utiliser le joker par manque d'organisation. Le manque de temps, c'est pas une excuse, c'était à moi de m'organiser dans la journée. Par flemme, ça c'est évident. Le but du défi, c'était un peu de me bousculer, d'aller au bout des choses. Donc la flemme, ça comptait sûrement pas. Par manque de moyens, c'est-à-dire que parce que j'ai pas la tenue, parce que j'ai pas les chaussures, parce que j'ai pas le matériel, ce n'est pas non plus une excuse. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans moyens particuliers. Vous l'avez bien vu, il y a eu des jours où c'était que des squats, du gainage, des abdos, et il n'y a pas besoin de grand chose pour faire ça. Et donc tout ça m'amène à la seule raison pour laquelle j'avais le droit d'utiliser un joker selon mes critères, c'était que j'étais vraiment à bout. Quand je dis à bout, c'est que je suis malade, je suis clouée au lit, j'ai des courbatures, mais pas juste des petites courbatures, vraiment le corps est incapable de bouger. J'ai d'énormes crampes puisque je suis une femme et que ça peut arriver. Vraiment un burn-out physique. Donc ça, c'était le projet original des Olympiades Vagabondes. Je pense m'y être quand même plutôt bien tenue, en partie grâce à vous, encore une fois merci. Et donc au total, j'ai fait de la course à pied, de la natation, du vélo, du renforcement musculaire slash de la musculation, de la corde à sauter, du kayak, de la marche, de l'acrobranche, du mini-golf. Plein de séances différentes qui m'ont permis de ne pas me cantonner, on va dire, à juste musculation, course à pied et puis le sport s'arrête là. Pas du tout, le sport c'est bien plus large que ça et c'est aussi ça qui permet, je pense en tout cas chez moi, d'y développer un réel attrait et une réelle appréciation de ce qu'était le sport pendant ces 2 mois. Les lieux où j'ai pu faire du sport étaient extrêmement nombreux et variés. C'était dans ma chambre, sur mon lieu de travail, en ville, à la campagne, en forêt, à la piscine, sur une aire d'autoroute, dans un jardin chez ma mère.
en montagne, sur un parking, dans un lac. C'est aussi une façon, et pour moi et pour vous, de montrer que on n'est pas limité à une salle de sport. On n'a pas juste un seul cadre où le sport se pratique, mais c'est extrêmement plus large et plus varié, et c'est vraiment accessible où qu'on soit et qui qu'on soit. Bon, je vais commencer avec vos questions. Il y en a eu quelques-unes. Je vais peut-être commencer par directement la partie chiffrée et on va dire mathématique du défi. L'objectif premier n'était pas pour moi de perdre du poids, c'était bénéf si ça arrivait, mais c'était vraiment déjà de recréer une réelle envie, une réelle motivation et de développer un début de discipline. Donc j'ai eu une question: quelles conséquences physiques, chiffrées et mentales de ce défi? Donc là je vais revenir, je m'étais fait un petit tableau sur mon cahier avec ce que moi je m'imposais au départ, les séances que j'ai faites tous les jours, résumé une demi-ligne, elle me suffisait à expliquer la séance, et un petit tableau où une fois par semaine, je prenais la mesure de mon poids, de ma taille, de mes hanches et de mon tour de cuisse. Et donc, sur ces 60 jours, sans avoir fait autre chose que du sport, dans le sens où j'ai pas cherché à améliorer plus que ça mon alimentation, c'était pas l'objectif cette fois-ci. J'ai perdu 2 kilos et j'ai perdu 5 cm de tour de cuisse, 3 cm de tour de hanche et je vais arriver, et 4 cm de tour de taille. Donc grossièrement j'ai perdu une taille dans mes vêtements, ce qui est agréable, on se sent un peu plus à l'aise. Donc ça c'est vraiment, je prenais ces mesures parce que pour moi c'était important de les prendre, mais c'était pas l'objectif premier. Mais ça permet d'avoir, on va dire, une évolution quantifiable, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et là en l'occurrence c'était plutôt bon. Et les conséquences mentales, honnêtement, la première chose, c'est la confiance en soi, d'avoir réussi à m'imposer cette discipline pendant 60 jours, qui était un défi à la fois physique et sportif, mais aussi un défi d'organisation, puisqu'il fallait quand même que je vous poste une vidéo tous les jours. Et ça aussi, en fait, il faut le prendre en compte dans le défi. Et c'est là que j'en profite aussi pour ajouter, il y avait un défi dans le défi dont je vous ai pas parlé. J'ai pris une douche froide tous les jours pendant tous les jours de ce défi. Et quand je dis froide, c'est pas juste légèrement tiédasse. Non, je parle de vraie douche froide. Et passé la première semaine, c'est devenu extrêmement agréable pour moi et j'attendais mes douches froides. Passer la première seconde où ça réveille un petit peu le corps, que ce soit le matin ou le soir, moi je m'y sentais de manière hyper agréable. Les 2 seules douches chaudes que j'ai prises, c'était les 2 fois où j'ai dormi au camping, puisque là-bas on peut pas régler la température. Et oui, je fais partie de ces gens qui ont été déçus qu'il y avait de l'eau chaude au camping. Voilà, vous pouvez me blâmer moi. Mais donc, sur les conséquences mentales, il y a eu la confiance en soi, la discipline, le fait de se rendre compte à quel point on est capable physiquement et mentalement de se tenir à des objectifs qu'on s'est fixés. Et aussi une plus grande clarté, une plus grande légèreté mentale, c'est-à-dire que si j'avais passé une journée, on va dire, mitigée au travail ou dans ma vie personnelle, et que j'avais une séance de sport le soir, en général ça m'aidait quand même beaucoup à me vider la tête, sachant que j'ai remarqué les 3 sports qui m'aident le plus à vraiment me vider la tête, c'est la course à pied, le vélo et la natation. C'est là où en fait je peux enchaîner soit les longueurs, soit les kilomètres, soit les pas. Et je suis vraiment dans l'effort pour la course à pied et la natation. Et je suis plus dans vraiment l'admiration, l'observation de mon environnement quand je suis à vélo. Et mentalement, ça fait vraiment une bouffée d'air frais. Ça clarifie les choses et puis ça remet beaucoup de perspective, beaucoup de recul sur ce qu'on peut vivre au quotidien. Et donc, ça a tendance à remettre à leur juste taille certaines choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais pas qu'elles deviennent trop grandes dans notre espace mental. Ensuite, 2 questions assez similaires, mais il y a quand même 2 réponses différentes.
quelle journée était la plus difficile et quel est mon regret. Le plus simple, quel est mon regret, c'est de ne pas avoir fait ce défi plus tôt. Je pense que avec tout ce que j'ai vécu pendant ces 2 mois, si j'avais pu le faire plus tôt, si j'avais trouvé le bon moment, j'aurais été ravie de le faire avant, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont découler de ce défi, et qui en découlent déjà, et ça aurait été du temps de gagner. Même si je suis de ceux qui ne pensent pas qu'il y avait un moment parfait pour commencer ce défi, le moment parfait c'est là où je l'ai commencé. Donc si ça s'est pas fait avant, c'est que je ne pouvais pas le faire avant ou que c'était pas le bon moment. Et si je l'ai fait maintenant, c'est que c'était maintenant le bon moment. Et puis au moins je suis arrivée au bout des choses. Pour ce qui est de la journée la plus difficile, honnêtement, c'était les 2 jours Joker. Parce que il y avait une grande déception en fait de pas réussir à tenir les 60 jours d'affilée et de faire tout ça sans un seul Joker. Après, si je les avais prévus, c'est que je me doutais qu'ils allaient être nécessaires à un moment donné. Et si je m'en suis servi, c'est qu'effectivement mon corps arrivait à un moment où, sans me mettre en danger, il a quand même dit ok, stop, là on fait une petite pause, on va respirer un bon coup. Et ces 2 jours où le premier, limite, je suis restée clouée au lit parce que j'étais plus capable de faire grand chose. Et le deuxième jour, j'étais en train de conduire quasiment toute la journée, avec vraiment des migraines, des nausées, je me sentais pas bien. Donc ces 2 fois, en fait, c'était vraiment très difficile pour moi, déjà physiquement, de ne pas pouvoir faire la séance parce que douleur, courbature, crampes, enfin un peu tout d'un point de vue physiologique, mais surtout mentalement d'avoir un peu cette brisure, de me dire que là j'ai pas réussi et du coup demain ça va être d'autant plus dur de reprendre le défi. C'est ce que j'ai remarqué, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai repoussé autant que possible l'utilisation des jokers, c'est que je sais la manière dont je fonctionne et euh, s'il y a une interruption dans mon processus, c'est d'autant plus difficile de reprendre ce processus en suivant, alors que si j'arrive à tout faire d'une traite au moins, j'ai beaucoup plus de garanties d'arriver au bout des choses. Quelle est ma plus grande fierté? Ça aussi c'était l'une de vos questions, honnêtement, c'est d'être arrivé au bout de ce défi et de ne pas avoir lâché en cours de route. J'ai été aidée par le fait que je postais ça tous les jours sur les réseaux. Et j'en avais déjà parlé pendant les marches vagabondes, mais cette pression qu'on s'impose à soi-même en s'exposant publiquement dans les défis qu'on fait, elle est utile. Moi, dans ce cas-là, elle m'a été même nécessaire parce que je me doute très très bien que si je n'avais pas montré ça sur les réseaux, si je n'avais pas fait ça de manière publique, et au bout de quelques jours, je me serais dit, oh, bah, de toute façon, c'est pas grave, j'ai de compte à rendre à personne si ce n'est à moi, je peux prendre un jour de pause, et puis un deuxième, et puis au final, le défi s'arrête très vite. Donc, ma grande fierté, c'est vraiment d'avoir tenu ces 60 jours de séance et d'avoir pu me prouver à moi-même que j'avais cette discipline en moi et que j'en étais capable. Et quand même d'avoir tenu 49 jours consécutifs avant le premier Joker, c'est quand même assez gratifiant d'avoir réussi ça. Alors, avant que je m'en serve, il y avait eu la question sur quelle impression sur le fait de ne pas avoir utilisé le Joker. Alors, du coup, je l'ai utilisé, mais même si j'en suis, on va dire, un petit peu triste et déçue, c'était nécessaire et c'est aussi un bon moyen de tester ses limites de manière quand même assez safe, dans le sens où à aucun moment je me suis mise en danger non plus. Si jamais il y avait eu vraiment des grosses conséquences, j'aurais coupé net à toute activité. Mais Mais c'est pas un échec pour moi d'avoir utilisé les 2 jokers sur la fin du défi. C'était clairement une nécessité. Par contre, effectivement, si j'avais pu finir les 60 jours sans m'en servir, ça aurait été encore une plus grande réussite pour moi. Mais avec le recul, je me dis que ça veut dire aussi que j'ai quand même tout donné dans ce défi, même si c'était pas non plus des séances de 3 heures en salle de musculation avec un cardio de ouf, ainsi de suite. Que parfois c'est des séances un peu plus calmes. Si j'en suis arrivée à l'utilisation de Joker, c'est que j'avais atteint ma limite. Donc ça veut dire aussi que j'ai quand même tout donné dans ce défi et ça reste un très bon signe pour moi en tout cas. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont inspiré pour devenir aussi inarrêtable? Honnêtement, comme ça, je dirais non. Je lis pas énormément de livres de développement personnel et ainsi de suite. D'ailleurs, il faut que je me remette à la lecture, mais ça c'est un sujet à part. C'est plus
On baigne quand même beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, notamment sur YouTube, mais sur d'autres réseaux sociaux, dans beaucoup de vidéos, ainsi de suite, de personnes qui se motivent à faire d'énormes défis, ainsi de suite. Mais aussi, parmi mes proches, j'ai de nombreux exemples de personnes qui se fixent des objectifs très concrets, qu'ils soient sportifs ou pas du tout, mais qui, une fois qu'ils se sont fixés ces objectifs, euh, ils se fixent un plan, ils se fixent une deadline et il n'y a rien qui les arrête. Et c'est plus eux qui m'ont servi d'exemple, qui m'ont inspiré à faire ça. Et la boucle est bouclée puisque à mon tour, c'est moi qui les ai inspirés à faire un peu plus de sport. Ce qui dans notre famille n'est pas peu dire parce qu'on n'est pas une famille de sportifs à la base. C'est pas une de nos valeurs premières, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a énormément de bénéfices, ainsi de suite. Et j'étais très heureuse de voir que parmi mes proches, beaucoup se sont motivés soit à aller marcher plus souvent, soit à faire une séance de sport, soit deux, soit plusieurs, ainsi de suite. Et c'est très inspirant de savoir qu'on inspire aussi. Enfin, c'est un cercle vertueux en fait, où chacun devient un petit peu le maillon de la chaîne et où on s'encourage tous ensemble. Parmi vous, je sais qu'il y en a eu nombreux aussi qui se sont mis au sport, que ça a motivé, ainsi de suite. Et félicitations à vous, c'est hyper important et vraiment, vous pouvez en être fiers. Et ma petite fierté, oui, c'est que à ma manière, avec ma petite part, j'ai participé à vous remettre au sport et ça me fait extrêmement plaisir. Quels sont les 3 meilleurs souvenirs? euh, Question difficile puisqu'il y en a eu quand même beaucoup de belles séances, de beaux souvenirs, ainsi de suite. Du coup, je vais revenir un peu sur les séances que j'ai faites. Je pense que paradoxalement, parmi les meilleurs souvenirs, c'est les différentes séances de course à pied que j'ai faites, surtout à partir de la deuxième moitié du défi, où une fois que j'avais couru avec mes collègues de travail, il y a eu ce déblocage qui s'est fait. Et j'ai réussi à courir toute seule des distances plus longues, mais aussi, alors je dirais pas que j'aime la course à pied, arrêtons-nous tout de suite, mais j'ai commencé vraiment à apprécier ce sport-là et à sentir une réelle gratification à l'issue de chacune des séances que je faisais. Peut-être viendra un jour chez moi un réel amour de la course à pied, je n'en sais rien. Mais j'ai déjà plusieurs idées à long terme sur ce sport en particulier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parmi les meilleurs souvenirs, il y avait les séances de course à pied. Euh, En deuxième meilleur souvenir, je dirais que c'est toutes les séances de sport que j'ai pu partager avec des amis, que ce soit le vélo, l'acrobranche, la randonnée, le kayak, ainsi de suite. Il y a un vrai lien qui se crée aussi dans l'effort. Et vraiment, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé. Surtout avec Touline, où chacune de nos aventures est remplie de péripéties. Mais c'était très très cool de faire ça ensemble. Et troisième meilleur souvenir, c'est d'avoir réussi enfin, après toutes ces années, à apprendre à faire la culbute en natation. Quand je nage le crawl, à chaque fois, on perd du temps à toucher le bord, à se retourner, à repartir. Et là, à force d'acharnement sur plusieurs séances de natation, c'est bon, j'ai réussi, je sais faire la culbute. Et ça aussi, c'est un très très bon souvenir pour moi. Et que je compte vraiment faire perdurer, progresser, puisque j'ai aussi de nombreuses attentes vis-à-vis de mes compétences de nageuse, on va dire. Bon, voilà, ça c'est les questions que vous m'avez posées et auxquelles j'espère avoir répondu de la manière la plus honnête qui soit et la plus complète surtout. Je rebondis une deuxième fois, vraiment, pour vous remercier à vous, pour vos encouragements, pour vos petits commentaires, vos petits likes, vos petits smileys, ainsi de suite. Et pour vos messages, pour me dire que vous aussi, vous êtes motivés à vous lancer dans tel ou tel défi sportif, de recommencer à marcher, ainsi de suite. J'ai eu de nombreux échos, que ce soit en privé ou en commentaire. Et vraiment, félicitations à vous, puisque c'est comme ça que ce cycle vertueux continue. Vous pouvez être fiers de vous, parce que j'en sors et je sais que c'est pas toujours facile. Quel défi pour la suite? Qu'est-ce qui attend la suite? Alors là, on arrive au mois d'août et je vais faire, on va dire, une pause sur le défi des Olympiades à proprement parler. J'ai beaucoup de voyages et d'activités, d'aventures de prévues qui sont quand même globalement physiques, donc je vais pas manquer non plus d'activités et de sport. Mais c'est davantage à la rentrée que je compte m'installer et créer une réelle routine sportive avec un programme, pourquoi pas être accompagné.
Je compte partager ces résultats avec vous quand il y en aura et ce cheminement sportif et ainsi de suite. En attendant, ce que je peux vous annoncer, c'est que demain, aujourd'hui on est le 2 août, demain le 3 août, je pars faire une nouvelle aventure cyclable, cette fois-ci sur 3 jours en solitaire. Je vous en dis pas plus, il y aura la vidéo qui sortira très bientôt. Je suis également en train de monter la vidéo du road trip de 4 jours à travers la France. Ça aussi, ça sort bientôt. Je vous en dis pas plus pour le reste des aventures. Elles seront nombreuses au mois d'août. Et peut-être dernière petite annonce sur la partie purement YouTube. Les vidéos à un petit bout de route vont reprendre. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont juste les vidéos où quand moi je roule, j'enregistre mon tracé. Et je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui n'ont pas forcément l'occasion de beaucoup voyager, de beaucoup sortir de chez eux, mais qui ont quand même cette nostalgie des grands espaces, des voyages, ainsi de suite, et des road trips. Et ça fait du bien parfois de regarder une vidéo avec de la musique en fond, vous mettez ce que vous voulez, ou juste avoir un fond visuel et voir défiler les beaux paysages, notamment français, puisque c'est là où je roule, mais, euh, mais ils seront nombreux et variés. Et je reprends cette série qui ne demande pas nécessairement masse de travail et d'investissement et qui n'est pas forcément la plus passionnante, mais qui me tient quand même à cœur de vous partager ces moments. Comme petite conclusion, je ferai écho à une conversation que j'ai eue avec un de mes proches sur le fait que lui-même n'arriverait pas à faire un tel défi, qui était impressionné. C'est certes très gratifiant et gentil d'être admiratif, mais où en fait malheureusement cette personne a raison. Et vous aussi, quelle que soit la phrase que vous vous dites, que je vais y arriver, vous ne devez pas y arriver, vous avez raison. Celui qui se dit ah je pourrais pas y arriver, ah vraiment je sais pas comment t'as fait, ainsi de suite, en fait il a déjà abandonné. Il a même pas commencé, il a même pas fait le premier pas, qu'il a déjà décidé de se rasseoir sur son canapé et de se dire ah non mais c'est trop dur. Et c'est sûr que prophétie autoréalisatrice, il ne va pas y arriver. Alors que celui qui se dit oui je vais me motiver, je vais y aller, que celui qui se dit je vais me motiver, je vais y aller, en fait il va trouver les clés pour réussir, il va trouver sa motivation, il va trouver sa source d'inspiration et par ego envers lui-même, il va trouver le moyen d'arriver à bout. Et encore une fois, il a raison puisqu'il a dit il va y arriver et il y arrivera. Donc réfléchissez bien aux phrases que vous employez envers vous-même puisque le cerveau il a du mal un peu à comprendre la négation et il croit un peu tout ce qu'on se dit. Et en fait les phrases et la façon dont on pense influent la façon dont on pense et dont on se sent. Et en fait, c'est un cercle qui peut être à la fois vicieux et vertueux, tout dépend du ton que vous employez avec vous-même, tout dépend des phrases que vous employez avec vous-même. Si ça peut vous rassurer, moi non plus, je ne suis pas parfaite à ce niveau-là, mais j'enclenche, vous l'avez rencontré, la coach vagabonde, à la fois bienveillante et exigeante. Il n'y a personne de mieux que vous pour savoir ce dont vous êtes capable, mais aussi pour avoir un peu ce grain de folie et cette foi en l'impossible qui parfois semble impossible à un premier niveau, mais en fait plus on avance progressivement, plus ça fonctionne et plus on est capable de faire de nouvelles choses. Et ainsi, petit à petit, pas après pas, on accomplit d'énormes choses et on a d'énormes progrès. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et donc il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. Abonnez-vous et surtout, partez à l'aventure!